Vas-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Maladies chroniques évolutives et qualité de vie, les enjeux de l'inclusion qui s'inscrit dans la semaine de qualité de vie au travail. Ce webinaire durera environ 45 minutes, de 9h30 à 10h15. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons à la fin de la présentation. Ce webinaire pourra être consulté en replay jusqu'à la fin de l'année 2021 et le support pourra être téléchargeable. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 intervenants. Donc Madame Isabelle Bazin, qui est chargée d'études et de développement à la GFIP, qui prendra la parole en second temps. Madame Sandrine Brunet, donc, qui est responsable santé, sécurité et qualité de vie au travail à l'hôpital privé Arnaud de Sanques, qui est en distanciel. Monsieur Olivier Kenneth, directeur de l'EHPAD Saint-Barthélemy situé à Marseille, et moi-même, Élodie Galli, chargée de mission à l'ARACT PACA, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ce webinaire va se décomposer en 3 temps. Tout d'abord, une présentation sur les maladies chroniques évolutives et la qualité de vie au travail, et je vais vous présenter donc le projet de l'ARACT PACA. Ensuite, Madame Bazin vous présentera le rôle et les aides de la GFIP, et ensuite, nous aurons donc les témoignages de Madame Brunet et Monsieur Kenneth, et ensuite, nous aurons 15 minutes d'échange avec vous, et nous répondrons à vos questions. Tout d'abord, les maladies chroniques évolutives et la qualité de vie au travail. Donc, les maladies chroniques évolutives font partie intégrante de la qualité de vie au travail. Le maintien en emploi en fait, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des cancers fait partie intégrante de la qualité de vie au travail, et ces démarches de maintien en emploi se font généralement en fait, selon une approche individuelle et spécifique. En fait, en intégrant le maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives dans une démarche qualité de vie au travail, on passe d'une démarche qui est individuelle à une démarche globale. L'objectif pour l'entreprise, ça va être d'intégrer dans ces organisations les impacts de la maladie dans le travail, tout en atteignant les performances qui sont attendues par l'entreprise. En se focalisant sur les situations de travail, cela va permettre une construction donc collective des actions qui vont être centrées sur le travail, telles que l'organisation, le management, des questions de matériel, d'effectifs, de conciliation, vie professionnelle, vie personnelle. Donc, vous voyez qu'en fait, on retrouve l'ensemble des champs que vous pouvez retrouver dans la fleur qui vous est présentée. En intégrant du coup cette démarche à la qualité de vie au travail, il s'agit de redonner justement de la souplesse aux organisations. Donc les maladies chroniques évolutives en quelques chiffres. Donc tout d'abord, je vous ai mis la définition de l'Organisme mondial de la santé qui dit que les maladies chroniques évolutives, c'est un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années. Donc, ce sont des maladies qui sont des maladies de longue durée et qui sont évolutives et qui sont souvent associées à une invalidité et à des menaces de complications graves. Vous avez une liste qui est loin d'être exhaustive aussi qui vous est présentée dans le support, mais vous pouvez retrouver cette liste sur Internet. Donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la population active, donc qui est touchée par une maladie chronique évolutive, représente 4,4 millions de personnes. Donc, c'est un chiffre qui interpelle. On a aujourd'hui 1,6 million de personnes qui sont atteintes, par exemple, de diabète, 2,8 millions d'affections cardiovasculaires et 1,7 million de personnes qui sont atteintes de cancer, qu'il faut prendre en compte et intégrer dans les organisations de travail. Donc, ces données, ce sont des données qui datent de 2019 et on estime à 2025 que ce pourcentage de population active passera de 15% à 25% à 2025. Ceci est dû en fait à l'allongement de la vie professionnelle et au vieillissement de la population active. Les conséquences de ces effets des maladies sont souvent invisibles. On le voit, 80% des personnes. C'est invisible en particulier en fait aux yeux donc des collègues de travail, mais aussi des employeurs. Effectivement, les personnes peuvent être réticentes à déclarer leur maladie chronique évolutive à leur employeur par peur de perdre leur emploi pour inaptitude. Quels sont les impacts dans le travail? Donc, en fait, quelle que soit la pathologie et le type d'entreprise ou d'activité, les organisations de travail vont être fortement impactées
par les maladies chroniques évolutives. Chaque salarié, en fait, est un cas particulier. Certaines personnes qui sont atteintes de maladies chroniques évolutives ou de cancer peuvent travailler sans contrainte majeure. D'autres, selon leur pathologie, vont rencontrer des difficultés qui sont plus lourdes et qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt de travail, comme vous pouvez le voir dans les exemples qui sont mentionnés. Là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Donc, quelle que soit en fait la pathologie, l'activité de l'entreprise et les répercussions au travail sont souvent communs, à savoir notamment la prise de traitement sur le lieu de travail, de la fatigue, l'absentéisme pour avoir accès à certains soins, qui sont autant de variables à prendre en compte dans ces organisations de travail. Si je prends l'exemple de la prise de traitement médicamenteuse au poste de travail, il faut avoir un lieu qui est adapté. Donc, il faut que ça soit présent sur le lieu de travail, que la personne puisse aller prendre son traitement. Certaines personnes, effectivement, qui gèrent leur traitement sur le lieu de travail, dosent leur traitement afin de pouvoir assurer leur travail sans avoir d'effets secondaires. Donc, ils mettent au détriment leur santé par rapport à leur activité professionnelle. Donc, le traitement des soins peuvent aussi générer donc, des effets secondaires qui soient à la fois physiques, comme des fatigues chroniques, persistantes, des difficultés physiques, psychologiques aussi, sociales. Il peut y avoir aussi des variabilités d'humeur qui sont parfois des difficultés, qui sont parfois difficiles à évaluer. Donc, justement, au regard de ces données que je viens de vous présenter, que ce soit les impacts ou les chiffres, l'ARACT-PACA a souhaité créer un outil permettant justement aux établissements de se questionner sur la prise en compte et le maintien en emploi des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives au sein de leur établissement. Donc, nous avons réalisé un questionnaire que je vais vous présenter, qui a été validé par les partenaires et notamment par des services de santé, par la DREETS et l'ARS. Donc, c'est un questionnaire de 14 questions qui est anonyme, qui est traité et analysé par l'ARACT-PACA. Il s'agit d'un e-questionnaire. Donc, chaque personne, en fait, qui est à destination de l'ensemble des salariés de l'établissement. Chaque personne reçoit sur son adresse mail un lien sur lequel elle clique et qui lui donne accès en fait au questionnaire. Ce questionnaire, il a plusieurs objectifs. Il a dans un premier temps de faire un état des lieux des actions existantes. Donc ça permet aussi de valoriser les actions qui existent au sein de la structure. Donc des actions d'ordre humain, par exemple, est-ce que la personne a la possibilité de prendre son traitement sur le lieu de travail? Des actions qui sont organisationnelles, donc comme par exemple sur les changements nécessaires au sein d'un service pour pouvoir maintenir l'activité d'une personne atteinte de maladies chroniques évolutives, ou par exemple des actions qui sont managériales comme le retour ou le maintien en emploi. Est-ce que ça a été prévu et est-ce que ça a été anticipé? Ce questionnaire permettra également d'identifier des axes d'amélioration des conditions de travail, donc, et de voir sur quel axe mettre en place des actions pour améliorer les conditions de travail des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives. Il y a aussi un autre objectif. Ce questionnaire, donc, qui est à destination de l'ensemble des salariés, permettra aussi à l'entreprise de pouvoir voir s'il y a un delta entre les personnes donc, qui se sont qui ont été au sein de leur service des ressources humaines déclarer leur maladie chronique évolutive et le taux de personnes qui auront répondu à ce questionnaire. En effet, s'il y a un delta entre le nombre de personnes identifiées par l'entreprise et le nombre de répondants avec un taux qui est supérieur au nombre de répondants, l'entreprise pourra se questionner sur le fait de communiquer justement auprès des salariés pour inciter les gens à venir déclarer leur maladie chronique au sein de leur structure. Donc, le questionnaire. Voilà, le questionnaire. Donc, comment ça se passe? La personne va recevoir sur sa boîte mail un lien sur lequel elle va cliquer. Elle va avoir un premier texte explicatif, donc qui va expliquer que son entreprise se lance en fait c'est associé à l'initiative de la DREETS, de la GFIP et de la RACT pour faire un état des lieux sur la démarche mise en place au sein de sa structure en ce qui concerne les maladies chroniques évolutives. La première question va être: êtes-vous atteint d'une maladie chronique évolutive? Si la personne clique sur non, le questionnaire se ferme et on remercie la personne d'avoir pris du temps pour répondre déjà à la première question. Si la personne clique sur oui, là vont se dérouler les 14 questions. Donc, je vous présente un exemple de question. Donc, un exemple qui concerne l'organisation au sein de votre service. Donc,
Par exemple, votre maladie a-t-elle eu ou a-t-elle des conséquences sur votre travail? Une autre question, pour faire face à votre maladie, votre responsable hiérarchique ou service des ressources humaines vous a-t-il proposé? Et il y a une liste de questions qui est possible de cocher et bien sûr, plusieurs réponses sont possibles. En résumé, donc c'est un questionnaire qui est anonyme, facile et rapide à mettre en œuvre. Donc c'est la RACT qui traite et qui analyse ces données. Ça permet de faire un état des lieux donc sur les actions et de les valoriser, bien sûr, des actions qui sont déjà mises en place au sein de la structure. Ça permet aussi de prévoir et d'anticiper au mieux le retour et ou le maintien des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques évolutives et de proposer des actions d'amélioration pour améliorer les conditions de travail des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et par conséquent, par effet boule de neige, améliorer aussi la qualité de vie au travail de l'ensemble des salariés. Je vais maintenant laisser la place à Madame Isabelle Bazin, qui va se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Bazin, chargée d'études à la GFIP, en charge de la thématique maintien dans l'emploi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Donc rapidement, vous rappelez ce que c'est la GFIP. La GFIP est une association issue de la loi du 10 juillet 1987 qui fixe à toutes les entreprises de plus de 20 salariés une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif. Donc la GFIP a pour mission de développer l'emploi des personnes en situation de handicap et le maintien dans l'emploi. Donc les entreprises qui ne remplissent pas leur obligation de 6% nous versent une contribution avec laquelle on développe une offre de services pour donc favoriser l'emploi et le maintien dans l'emploi. On a bien une mission de service public, on est 450 collaborateurs sur 14 délégations. On peut passer. Donc sur le sujet du maintien dans l'emploi en particulier, on travaille en partenariat au niveau national avec l'État, avec l'Association nationale des conditions de travail, avec l'assurance maladie. Vraiment, le sujet du maintien dans l'emploi, c'est un sujet qui regroupe tout un tas de partenaires et qui nécessite qu'on collabore pour avancer. Au niveau régional, on a également un fort partenariat qui s'inscrit notamment dans une charte régionale du maintien dans l'emploi qui est signée par l'ensemble des institutions. Donc, les représentants des Cap Emploi, mais l'État, la DREETS, les services de santé au travail, l'assurance maladie, la mutualité sociale agricole. Et autour de cette charte, on développe des actions pour favoriser le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. On a d'ailleurs développé un site internet, le SISTPACA, donc sistpaca.fr, qui reprend l'ensemble des intervenants sur le sujet maintien dans l'emploi, qui fait quoi, quel est le parcours d'une personne en situation de handicap pour son maintien dans l'emploi et quelles sont les aides et les services dont on peut prétendre. C'est dans le cadre de cette charte donc qu'on collabore avec la RACT sur cette étude sur les maladies chroniques évolutives, puisque donc on a contribué à la recherche d'entreprises qui voulaient bien contribuer à cette étude et à remplir ce questionnaire pour leurs salariés. Donc rapidement, quels sont les bénéficiaires de la GFIP? Donc pour bénéficier de l'offre de service de la GFIP, il faut être une personne en situation de handicap, donc bénéficiaire au titre de la loi, article L5212-13 du Code du travail. Donc ce sont les personnes reconnues travailleurs handicapés par la Maison départementale des personnes handicapées, mais aussi celles qui ont une rente accident du travail ou une pension d'invalidité. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faut que les personnes soient reconnues travailleurs handicapés, mais on peut aussi accepter celles qui sont en cours de démarche de reconnaissance. Et dans notre sujet d'aujourd'hui sur les maladies chroniques évolutives, c'est important parce que souvent la personne, elle n'a pas encore fait la démarche. Quand elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie chronique évolutive, elle n'a pas forcément encore fait la démarche de reconnaissance, mais l'ensemble des dispositifs peuvent l'accompagner dans cette démarche. Et l'idée, c'est d'essayer de lui faire comprendre qu'elle peut avoir des aides et des services si elle fait la démarche. En tous les cas, même si elle n'est pas encore reconnue, elle peut être accompagnée par nos services. Et ensuite, il faut être une entreprise privée, puisque notre dispositif s'adresse aux entreprises du secteur privé. Il y a un autre fonds, le fonds public. Quelle que soit la taille, donc les entreprises qui contribuent à la GFIP, ce sont celles qui ont plus de 20 salariés, mais même celles qui ont moins de 20 salariés peuvent bénéficier de notre offre de service. Donc rapidement, notre offre de service, elle se décline en deux parties.
nous avons des services et des aides directes. Donc, les services, ce sont des services que nous apportons soit nous directement à GFIP, vous avez un petit panel là qui vous est présenté, soit ce sont des prestataires ou des partenaires que l'on finance et qui vont pouvoir venir en appui des entreprises ou des personnes handicapées. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste peut-être faire rapidement un zoom sur les services à GFIP qui vous permettent donc, vous, entreprise, d'être accompagnés sur votre politique d'emploi de personnes handicapées, insertion et maintien dans l'emploi. Donc, on a des conseillers à GFIP qui peuvent vous accompagner pour faire un point sur votre situation. On a un réseau de référents handicap également. Donc, j'ai une collègue qui anime ce réseau. Donc, il y a plus de 150 entreprises qui sont inscrites, qui viennent à différentes réunions, animations et qui échangent entre elles sur leur situation. Et ensuite, on a le Cap Emploi, que vous connaissez peut-être déjà, qui accompagne vraiment individuellement les entreprises sur leurs questions de maintien dans l'emploi, qui vous aide à chercher des solutions pour les salariés qui risqueraient une inaptitude. Nous avons des ergonomes, études ergonomiques que l'on peut mandater pour venir étudier un poste et aménager un poste de travail pour une personne en situation de handicap. Et nous avons des prestataires spécifiques sur chacun des types de handicap, donc moteur, visuel, auditif, psychique, mental et cognitif, qui peuvent également vous accompagner pour rechercher des solutions de compensation très adaptées à chacun de ces types de handicap, qui peuvent également sensibiliser le collectif de travail sur certaines maladies. Et du coup, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est intéressant parce que souvent, le collectif connaît mal la maladie de son collègue et peut-être ne va pas comprendre pourquoi le collègue fait des pauses plus souvent, parce qu'en fait, il a un traitement qui le fatigue, parce qu'il doit effectivement aller prendre son traitement. Et c'est important que le collectif ait l'information des conséquences de la maladie sur le travail et du coup puisse mieux comprendre pourquoi la personne a peut-être un rendement moins important que lui. Voilà, il y a des aides possibles également, des accompagnements possibles pour les personnes en situation de handicap, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Vous aurez sur le PowerPoint qui sera mis en ligne un lien pour accéder à l'ensemble de nos accompagnements possibles. Donc voilà pour les accompagnements. Et dans notre offre de services, nous avons des aides directes, aides financières, qu'on peut apporter donc là aussi à l'entreprise et aux personnes en situation de handicap. Je vous ai mis ici uniquement les aides dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc on a par exemple l'aide à l'aménagement des situations de travail où on peut cofinancer une adaptation de poste pour une personne en situation de handicap. On prend en charge uniquement ce qui relève de la compensation du handicap. On peut financer des aides au maintien dans l'emploi. Donc, souvent, c'est une aide d'urgence qui est de 2 000 € qui permet à l'entreprise de prendre un peu de temps pour chercher une solution de maintien dans l'emploi pour une personne qui serait atteinte d'une maladie ou qui aurait un handicap et pour lesquels il y aurait besoin de réfléchir à une solution de maintien dans l'emploi. À côté des aides, vous avez des petites étoiles qui mentionnent que ces aides-là ont été complétées par des aides exceptionnelles dans le cadre du Covid. Et notamment sur les questions de maintien dans l'emploi, nous avons développé un panel d'aides qui sont prolongées jusqu'à la fin de l'année 2021 pour justement favoriser le maintien dans l'emploi, puisqu'on sait que ces personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, dans cette période de crise, ont encore plus eu de difficultés à se maintenir. Et donc, on a développé un panel d'aides supplémentaires. Voilà, je pense que j'en ai terminé. On répondra aux questions s'il y en a par la suite. Merci Isabelle pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer au temps de témoignage donc, de Madame Brunet et de Monsieur Kenneth. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons après ce temps d'échange. Donc, une première question. Où en êtes-vous, Madame Brunet, dans votre projet QVT et comment cette proposition donc, et cet outil que je viens de présenter de l'ARACT PACA peut-il s'intégrer et être articulé dans votre projet QVT? Alors, merci déjà pour votre proposition de témoignage. Alors, nous, c'est vrai qu'en 2015, en définitive, on a fait le choix de formaliser et alimenter notre politique QVT. On avait déjà mis en place un certain nombre d'actions et donc l'idée, ça a été de recenser toutes ces actions et donc de pouvoir formaliser le tout dans le cadre d'une politique écrite.
On a initié aussi cette même année, en 2015, la semaine qualité de vie au travail. Donc, on avait pris les dates de l'ANACT, on s'est vraiment calé sur les dates de l'ANACT. Ensuite, j'ai été moi-même désignée donc, en tant que personne ressource référente sur la qualité de vie au travail. On a aussi constitué un comité QVT à cette même époque, en 2015. Et depuis, voilà, on continue de pouvoir mener des actions qualité de vie au travail. Et donc, la proposition que vous nous avez faite nous a plu et on a voulu donc pouvoir intégrer cette action dans le cadre de notre politique QVT. Cette proposition, elle s'articule bien avec notre projet QVT, donc à la fois sur le pilier santé au travail, mais je dirais aussi sur le pilier égalité des chances. Je suis aussi référente handicap et donc l'idée c'est de pouvoir mettre cette action à la fois sur ces deux piliers QVT et de pouvoir proposer aux personnes qui pourraient être concernées, déjà les sensibiliser sur le sujet, leur permettre de comprendre ce que sont les maladies chroniques, pouvoir identifier si la pathologie qu'ils ont peut être considérée comme une maladie chronique et du coup pouvoir leur permettre de rendre compatible au mieux pathologie et vie professionnelle. Et donc c'est vrai que votre outil peut être une vraie aide pour nous permettre de faire ce fameux état des lieux et puis ensuite de pouvoir proposer des actions éventuelles auprès des salariés concernés. Merci pour votre retour. Même question à Monsieur Kenneth. Donc, où en êtes-vous dans votre projet QVT? Comment cette proposition peut-elle s'articuler avec votre projet? Alors, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu donc, travaille depuis 2017 sur la question de la QVT, donc en partenariat avec la RAC Méditerranée. On a développé toute la méthodologie proposée par la RAC sur la mise en place de la démarche QVT, accord de méthode, mise en place du questionnaire GPS pour le diagnostic, et puis ensuite finalisation d'un accord QVT le 3 juin 2020. Dans cet accord, on a une disposition, un article qui traite des maladies chroniques évolutives et des salariés atteints de ces maladies. Difficile question à prendre en compte et à traiter de manière opérationnelle, puisqu'on est quand même confronté au secret médical, à la volonté de la personne malade de bien vouloir dévoiler, informer. Et c'est pour ça qu'aussi on se rapproche encore une fois de la RAC pour utiliser cette méthodologie et pouvoir avoir une action précise et conformément à l'article de notre accord QVT. Merci pour votre retour. Donc, une autre petite question, est-ce que c'est difficile pour vous justement d'avoir des retours des salariés qui sont atteints de MCE au sein de vos structures, Madame Brunet? Est-ce que vous avez un taux de retour qui est représentatif? On parle de 15% de la population active. Donc, est-ce que, par exemple, vous, il y a un taux qui avoisine les 15% de personnes qui sont venues se déclarer au sein de votre service des ressources humaines? Alors, je dirais que le sujet de la santé au travail, c'est absolument pas tabou au sein de notre établissement. Néanmoins, je ne dirais pas qu'on est donc ces 15%. Je pense que c'est parfois difficile pour les salariés d'aborder ce sujet de la santé. Et aujourd'hui, voilà, je pense que votre outil pourrait permettre aux salariés concernés de pouvoir s'exprimer sur ce sujet et se sentir en confiance, de se dire, voilà, mon employeur peut m'accompagner face à la maladie chronique. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. On n'a pas les 15% de nos effectifs qui ont pu potentiellement s'identifier. Merci pour votre retour. Alors, si je compare, nous, avec la toute nouvelle déclaration OETH qui a été faite cette année à l'échelle de l'entreprise, on a un chiffre d'à peu près 9%,
Donc, si on est entre 9 et 15%, ça veut dire qu'il nous manque un certain nombre de personnes qui ne sont pas connues. Donc, c'est des invisibles. Et je pense que voilà, le principe de ce questionnaire anonyme pourra permettre, et traité par un tiers extérieur, pourra permettre aussi à ces personnes de s'exprimer et puis de rejoindre ces deux chiffres. Oui. Merci pour votre retour. On va passer aux premières questions qu'il y a sur le chat. Est-il possible de faire appel à l'AGFIP si je suis référent handicap et IFPS, formation aide-soignante et IDE du public? Alors, faire appel à l'AGFIP pour être référente handicap et prendre des informations, bien sûr. Après, si vous êtes dans le public, ce n'est pas l'AGFIP qu'il faut solliciter, mais c'est le FIPHFP qui, lui, apporte des aides souvent similaires. On a une convention AGFIP-FIP. Sur tout ce qui est accompagnement, on a les mêmes accompagnements puisqu'on les finance ensemble. Les aides individuelles sont un peu différentes, mais bien sûr, vous pouvez nous contacter sans problème. Une autre question, est-ce que le questionnaire élaboré par l'ARACT PACA peut être mis à disposition des services de l'État, par exemple pour nos services en Bourgogne-Franche-Comté? Est-ce que l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté peut nous faire l'analyse des données? Donc, nous faisons partie d'un réseau, c'est le réseau ANACT ARACT, donc nous sommes en relation avec les différentes ARACT sur le territoire français. Donc, effectivement, oui, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Est-il possible de faire appel à l'AGFIP si je suis référent? Ah, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comment utiliser le questionnaire? Donc, le questionnaire, il s'agit d'un e-questionnaire. Donc, pour pouvoir utiliser le questionnaire, il faut faire appel à l'ARACT PACA. Donc, vous aurez nos coordonnées dans le téléchargement du support PowerPoint. Et le questionnaire est un e-questionnaire. Donc, en fait, comme je vous l'ai expliqué, on reçoit sur sa boîte mail un lien. Donc, ce questionnaire est à destination de l'ensemble des salariés. Les salariés cliquent sur le lien et ont accès au questionnaire. La première question qui est posée, c'est est-ce que je suis atteint ou non d'une maladie chronique évolutive? Les personnes qui vont cliquer sur non, du coup, le questionnaire sera fermé et si elles cliquent sur oui, l'ensemble du questionnaire sera déroulé. Comment informer l'équipe d'une adaptation du travail et des modalités de travail d'un salarié sans révéler la pathologie du professionnel concerné? Donc, effectivement, il faut garder la confidentialité des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques évolutives. Peut-être que, M. Kenneth, vous avez un exemple concret par rapport à… Dans le secteur de la santé et du médico-social, on est souvent confronté à ce type de questions. On peut très bien avoir des aménagements et expliquer que ces aménagements sont liés à une pathologie sans la nommer et tout simplement expliquer, et bien entendu, en amont, avoir l'aval du salarié concerné, et expliquer à l'équipe qu'il y a des aménagements qui sont faits dans l'intérêt de la personne, sans nommer la pathologie. On peut parler de typologie, nous on classe un petit peu par typologie, donc on peut parler de maladie invalidante, par exemple, sans nommer quelle est la maladie invalidante, ou maladie chronique évolutive, on ne nomme pas pour autant que c'est du diabète ou une sclérose en plaques. C'est tout à fait possible. Nous, nos intervenants qui peuvent sensibiliser au handicap, sensibilisent pas en montrant du doigt la personne, mais en disant bien en général, une personne atteinte d'une maladie, ces traitements peuvent entraîner ça, voilà, sans nommer précisément la maladie. D'ailleurs, nous, au sein de l'AGFIP, on ne demande pas à savoir quel est le handicap de la personne, mais juste la typologie et les nécessaires compensations. Merci pour ce retour. Madame Brunet, vous avez peut-être aussi un exemple concret par rapport à cette question qui a été posée? Disons que oui, en notion de confidentialité, bien évidemment. C'est vrai que les salariés concernés me sollicitent, viennent me voir quand ils ont des questionnements sur leur pathologie. Et donc, moi, ça me permet de les accompagner ou de les mettre en relation avec le Cap Emploi aussi qui peut les aider. Donc, mais bien évidemment, voilà, la confidentialité
et de rigueur, bien sûr. Merci pour vos retours. Une autre question, ce questionnaire est-il mobilisable sur d'autres régions que la région PACA? Oui, bien sûr, ce questionnaire n'est pas fermé à la région PACA. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, est-ce que le questionnaire ce questionnaire est payant? Donc, effectivement, le questionnaire, pour les 5 premières entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche, donc nous avons déjà l'hôpital privé Arnaud de Sanques et la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Pour les 5 premières entreprises, ce questionnaire ne sera pas les 5 premières entreprises qui vont nous faire une demande, ça ne sera pas payable. Pour les autres structures, effectivement, il y a des coûts de gestion et de traitement. Donc après, il faut faire appel à la RACT PACA. Ça dépend du nombre de salariés. Et nous vous faisons après un dimensionnement lié à votre structure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le questionnaire, oui, est adapté à tout type. Alors, j'ai une question, est-ce que le questionnaire est adapté à tout type d'entreprise, taille et statut? Donc oui, le questionnaire peut s'adapter à tout type d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le nombre de salariés. Alors, je descends, pardon, en même temps. Oui, il y aura un replay. Alors, on me pose la question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, effectivement, il y a un replay qui sera disponible jusqu'à la fin de l'année. Alors, les garanties de confidentialité par rapport au questionnaire, effectivement, c'est un questionnaire qui est anonyme, qui est traité par une plateforme qui s'appelle la plateforme Sphinx, qui respecte toutes les données de confidentialité, et notamment tout ce qui concerne la loi RGPD. En ce qui concerne les résultats, donc c'est la RACT PACA qui traite et analyse les résultats. Et alors, si vous voulez, une fois que la personne clique sur son lien, elle a accès au questionnaire, elle remplit les questions. Les questions sont noyées, une fois que la personne a rempli, elle a cliqué sur valider les unes avec les autres. L'adresse mail est cryptée, donc après, par la suite, on ne peut pas savoir ce que quelle personne a renseigné quoi dans le questionnaire. Question aux 2 entreprises, quelles sont les actions en cours? Alors, Madame Brunet, est-ce que vous avez des actions en cours? Alors oui, en effet, on tente, hein, comme je vous disais, l'un des premiers événements qu'on a mené, c'était la semaine QVT, donc sur vraiment une semaine entière. Et aujourd'hui, à la demande de nos salariés, on tente vraiment de mener tout au long de l'année des actions qualité de vie au travail. Donc sur les différents piliers de la QVT, ça peut être des entretiens avec la CARSAT par exemple, ou avec l'AG2R pour la partie retraite. Ça peut être des actions sur le logement aussi, l'accompagnement au logement, sur la santé, sur différentes thématiques autour de la santé. Ensuite, ma collègue aussi s'occupe de toute la partie formation et gestion prévisionnelle des compétences. Donc, elle aussi mène des actions de formation ou d'accompagnement individuel. Voilà, on tente à chaque fois en fonction des retours. À chaque fois qu'on mène des actions, d'événementiels, on fait des entretiens, des enquêtes de satisfaction et ça nous permet de voir un petit peu les thématiques que nos salariés souhaiteraient qu'on aborde. Merci pour votre retour. Du coup, peut-être je peux en profiter pour vous demander si vous mobilisez les aides AGFIP et si vous rencontrez des difficultés particulières, comment on peut s'améliorer? Alors oui, en effet, on mobilise des aides AGFIP. On a mobilisé l'aide au télétravail, justement, pendant la crise sanitaire. On mobilise essentiellement des aides au financement de compensation technique jusqu'alors. Et puis après, en effet, on utilise aussi beaucoup vos outils de sensibilisation, par exemple l'ActiveBox que vous avez mis en place. Et justement, pour pouvoir initier le questionnaire, on a utilisé une partie des informations de l'ActiveBox sur les maladies chroniques, ce qui nous a permis de déjà sensibiliser sur ce que sont les maladies chroniques et de pouvoir justement avertir nos salariés du futur questionnaire auquel ils vont participer. Merci. Merci pour votre retour. Monsieur Quenet. Alors, dans le cadre de notre accord QVT, on a mis en place un comité de pilotage central, paritaire,
qui lui est décliné sur les établissements par un copil QVT établissement, pluridisciplinaire et paritaire aussi. Et c'est le copil établissement qui est en charge de décliner les actions à mettre en œuvre au vu du diagnostic GPS qui avait déjà été établi. Alors, la crise sanitaire nous a secoué un petit peu et on a à l'EHPAD, par exemple, travaillé énormément sur les salles de pause. Voilà. Et le copil QVT établissement a produit un projet d'aménagement de salles de pause, pause active, pause passive, et un projet d'un montant de 137 000 € qu'on va mettre en œuvre maintenant. Et puis, on a aussi mis en place des actions post-Covid sur la gestion des émotions, voilà, qui était quelque chose d'important. Donc, c'est l'autonomie des établissements à travers leur copie d'établissement qui décline toutes les démarches à mettre en œuvre. Bon, voilà, elle est plus significative et ça de manière continue. Merci pour votre retour. On a d'autres questions. Comment avez-vous créé le questionnaire, document de référence, questions issues d'un questionnaire validé scientifiquement? Donc, le questionnaire qui a été réalisé, on l'a réalisé en partenariat à la fois avec des services de santé au travail, avec le CIST-PACA, avec l'ARS et la DRETS. On a voulu réaliser un questionnaire assez court, donc 14 questions pour être sûr que l'ensemble des répondants aillent jusqu'au bout des questionnaires, parce que plus on a un questionnaire qui est long, et moins on va avoir de taux de retour. L'idée de ce questionnaire, effectivement, c'était qu'il soit compréhensible et accessible à toutes les personnes du coup, qui sont concernées. Donc, on a eu beaucoup d'échanges, effectivement, avec des services de santé au travail. Et après, l'idée, effectivement, de ce questionnaire, ça va être de travailler sur les axes d'amélioration qui seront notamment le retour à ce questionnaire. Une autre question, je suis référente handicap, c'est tout nouveau pour moi. Nous avons quelques étudiants qui pourraient être éventuellement en situation de handicap. Et vous dites que c'est difficile pour vous, du coup, car la personne ne vous dit rien, l'étudiant ne vous dit rien. Donc, effectivement, ça peut être un étudiant ou un autre salarié. Ce questionnaire, effectivement, peut être justement une bonne porte d'entrée pour les personnes qui ne sont pas allées se déclarer au sein de leur service des ressources humaines. Donc, étant donné que c'est un questionnaire qui est anonyme à destination de l'ensemble des salariés, du coup, effectivement, ça peut être une bonne porte d'entrée pour que ces personnes qui ne sont pas venues se déclarer au sein des ressources humaines renseignent le questionnaire, que justement vous puissiez identifier s'il y a un delta entre le nombre de personnes qui sont connues et le nombre de répondants. Et après, effectivement, ça va être de la communication et ça fera partie justement des actions d'amélioration à mettre en place pour avoir un taux qui se rapproche du taux de retour des questionnaires, des personnes qui viennent se déclarer. Je peux répondre peut-être oui, pardon. aux questions sur… Oui, alors, qu'est-ce que c'est l'ActiveBox? L'AGEFIP a créé un outil numérique dans lequel il y a tout un tas de documents, de vidéos, de petits outils qui peuvent être utilisés par les entreprises. Ce sont uniquement les entreprises qui ont nommé un référent handicap, qui sont dans le réseau des référents handicap de l'AGEFIP, qui peuvent avoir accès à cette ActiveBox. Donc, si vous souhaitez faire partie du réseau des référents handicap, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact avec Corinne Toussaint, chez nous, qui anime ce réseau et qui vous donnera les codes pour faire partie du réseau et avoir accès à l'ActiveBox et à tous les outils qui s'y trouvent. Une autre question sur les employés de la fonction publique. Non, ils ne peuvent pas avoir droit aux aides de l'AGEFIP. Ils peuvent avoir droit aux aides du FIP, FIPHFP, qui est le pendant de l'AGEFIP dans la fonction publique. Ils peuvent par contre avoir droit aux services, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont financés à la fois par le FIP et l'AGEFIP. Il y avait une question sur l'accessibilité, je crois, alors je l'ai vu passer rapidement, entre le domicile et le lieu de travail. L'AGEFIP peut prendre en charge des frais de déplacement d'une personne entre son domicile et son lieu de travail si son handicap ne lui permet pas de prendre les transports en commun. On intervient toujours en compensation du handicap. Donc, il faut étudier la situation. Merci pour ce retour. Il y a une question. Y a-t-il dans le questionnaire une question sur les raisons pour lesquelles la personne ne l'a pas signalé? Si c'est le cas, afin d'identifier les freins. Donc, effectivement, il n'y a pas une question qui est clairement dite de cette façon-là.
Par contre, donc la première question, c'est est-ce que vous êtes atteint ou non d'une maladie chronique évolutive? Donc, si la personne clique sur oui, le questionnaire se déroule. Et la deuxième question, c'est qui avez-vous informé de votre état de santé? Donc, il y a votre responsable hiérarchique, les ressources humaines, et il y a la dernière case où on coche personne. Effectivement, une fois qu'on aura le retour du questionnaire sur l'ensemble de la structure, c'est une question sur laquelle on va pouvoir porter aussi une attention particulière. Si on a un taux élevé de retour où le nombre de personnes a répondu et qui n'ont informé personne sur leur maladie chronique évolutive, là, on pourra creuser et mettre en place des actions justement pour essayer d'identifier pourquoi ces personnes ne se sont pas déclarées au sein du service des ressources humaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, je regarde en même temps. Avez-vous développé un questionnaire similaire pour le handicap ou existe-t-il un questionnaire similaire pour le handicap mental, moteur, sensoriel? En ce qui concerne la RACT PACA, dans un premier temps, on est en train de lancer donc cette action. Ça concerne les maladies chroniques évolutives. Peut-être que la GFIP. Alors non, on n'a pas développé ce genre de questionnaire. Après, ce qu'on constate quand même, parce que souvent les entreprises nous disent, on sait qu'on a un pourcentage de personnes handicapées au sein de l'entreprise qui ne se déclarent pas. Donc, ce qu'on constate clairement, c'est dès lors qu'il y a un référent handicap dans l'entreprise, qui a vraiment une politique affirmée de l'entreprise sur le sujet, en général, spontanément, les personnes vont se déclarer. Donc, il faut qu'il y ait des actions, et je crois que les témoignages des deux entreprises ici le montrent. Lorsqu'il y a des actions, ça rassure les personnes, parce que souvent les personnes ne se déclarent pas parce qu'elles ont peur que ça ait une conséquence négative sur leur emploi. Et qu'au plus on est proactif quand on est manager ou chef d'entreprise sur le sujet, au plus les personnes vont se déclarer spontanément. Donc là, non, on n'a pas, sur la région, on n'a pas de questionnaire spécifique là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir à la limite dans une réunion du réseau des référents handicap, pour mettre en place ce type de choses, pourquoi pas. Alors, peut-être une dernière question. Dans le questionnaire, y a-t-il une question ouverte qui laisse place à l'expression des salariés? Effectivement, dans le questionnaire que l'on a renseigné, on n'a pas prévu de questions ouvertes. Par contre, ce sont les actions que l'on mettra en place suite à ce questionnaire qui laisseront la place aux salariés justement de s'exprimer, comme par exemple peut-être la mise en place d'espaces de discussion où là, ils auront la possibilité de s'exprimer sur une thématique qui aura été identifiée bien spécifique par rapport au retour du questionnaire. Alors, rôle des IRP par rapport à ce questionnaire. Ce questionnaire, alors, Monsieur Kenneth, je vais vous laisser pardon. Excusez-moi, j'ai la caméra. La démarche QVT qu'on a initiée, elle est paritaire, donc les IRP sont bien sûr associés et je pense que ça peut être un facteur tout à fait facilitant pour les salariés eux-mêmes pour se déclarer. Voilà. Madame Brunet, vous avez peut-être aussi… Oui, en effet, chacune des actions qu'on peut mener en termes de qualité de vie au travail est à chaque fois présentée à notre CSE. Après, leur rôle aussi en tant que représentant est de pouvoir appuyer notre démarche qualité de vie au travail. Mais en effet, oui, on travaille en collaboration avec nos IRP. Merci pour vos retours. Nous arrivons je suis désolée, je pense qu'on n'aura pas le temps peut-être de répondre à toutes les questions, mais nous arrivons au terme de ce temps imparti pour le webinaire. N'hésitez pas à revenir vers l'ARACT PACA, vous aurez nos coordonnées. Si jamais vous avez des questions supplémentaires ou que vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des participants, Madame Bazin, Madame Brunet et Monsieur Quenette de votre participation qui était riche en exemples concrets. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur notre site de la RACT PACA et le support sera téléchargeable d'ici, je pense, le début de semaine prochaine. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci.